Quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans Fief, nous sommes tous les dignes représentants d'une grande famille de seigneurs qui va tenter d'étendre son influence sur le royaume en récupérant un maximum de titres. Les titres, ça va être les différentes cartes qui sont placées sur le côté. Vous allez pouvoir vous faire sacrer baron, ou bien évêque, ou bien cardinal, ou bien roi, reine, enfin voilà, tout est possible. Nous allons voir cela en détail en cours de jeu. Et il va falloir essayer d'obtenir un certain nombre de points de victoire pour remporter la partie. Chaque grand titre vous permettra de gagner un de ces points, et le but du jeu sera de parvenir à récupérer 3 points de victoire personnellement, ou bien de faire une alliance avec un autre joueur afin d'obtenir 4 points de victoire pour l'emporter. Alors, on est prêt à démarrer, mais d'abord nous allons effectuer le placement. Alors, à commencer par le joueur qui a reçu la carte premier joueur, chacun va choisir sur le plateau de jeu son village de départ. Il va placer une tuile château prise dans la réserve, et ensuite il va pouvoir placer sur cette tuile château 3 sergents de sa réserve personnelle et un chevalier. Donc on va pouvoir les mettre en pile sur le village, et ensuite il va placer le personnage qu'il a reçu par-dessus tout ça. À tour de rôle, chacun va lui aussi choisir un nouveau village dans lequel il place un château, un chevalier et 3 sergents, ainsi que son pion seigneur. Donc tout le monde va se placer. Donc là, par exemple, dans une partie A4, voici comme les joueurs pourraient se placer en début de partie. C'est au choix de chacun. Alors il est à noter que il y a des villages qui sont un peu plus gros que les autres, dans lesquels il y a une cathédrale. Ce sont les chefs-lieux d'évêchés. Donc il y a le titre en gros. Donc là, par exemple, Bourg pour l'évêché numéro 4. Alors, un tour de jeu est composé de 7 phases différentes qu'on va effectuer dans l'ordre avant d'entamer un nouveau tour avec à nouveau ces 7 phases, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur parvienne aux conditions de victoire. La phase 1, tout d'abord, sera la phase Oyez-Oyez, c'est-à-dire une phase pendant laquelle on va conclure les mariages et les alliances, et où on élira les évêques, le pape et le roi éventuellement. Ensuite, en phase 2, il y aura une phase avec les cartes, où on pourra tirer des cartes et les jouer. Ensuite, une phase 3 sur laquelle on va toucher des revenus par rapport à ce qu'on a déjà placé sur le plateau de jeu. En phase 4, une phase d'achat, où on pourra dépenser les revenus qu'on vient juste d'avoir. Une phase 5 qui sera une phase de déplacement, où on pourra se déplacer sur le plateau de jeu et éventuellement attaquer les autres joueurs. En phase 6, ce sera la phase des combats entre les différents seigneurs. Et enfin, en phase 7, on vérifiera les conditions de victoire avant d'entamer un nouveau tour. On commence donc le premier tour par la phase 1, la phase Oyez-Oyez, celle où on va pouvoir élire certains personnages et réaliser des alliances avec d'autres. Alors lors de la première manche, cette phase n'a pas beaucoup d'intérêt, effectivement faire une alliance dès le début, vous verrez pourquoi, n'a que peu d'intérêt, et aucune des conditions n'est remplie pour pouvoir élire quelqu'un. Donc on passe directement à la phase 2. La phase 2 est la phase de tirage des cartes. Donc avant de tirer des cartes, à tour de rôle en fait chaque joueur va pouvoir tirer des cartes, on a le droit de se défausser des cartes qu'on trouve qu'on a en trop dans les mains. Effectivement, on sera limité à 3 cartes seulement en main pendant toute la durée du jeu. Donc au moment où vous devez piocher, si vous avez déjà 3 cartes, vous ne pourrez pas en piocher tout simplement. On ne peut pas dépasser ce total. Donc, avant de commencer à piocher, vous pouvez décider d'en défausser une, 2 ou 3, en fonction de ce que vous avez en main, avant d'effectuer votre tirage, qui sera un tirage de 2 cartes. Donc évidemment, en début de partie, personne n'a 2 cartes en main, donc vous pouvez tout à fait piocher vos 2 cartes. Vous pourrez soit piocher une carte orange et une carte grise, ou bien 2 cartes grises. C'est ce qui est symbolisé dans les petits cercles au-dessus des piles de pioche. Alors, nous avons vu que les cartes orange sont des cartes de seigneurs. Donc, si vous tirez des seigneurs, ça vous permettra de rajouter des personnages en jeu. Effectivement, les troupes ne pourront se déplacer qu'avec des seigneurs, et donc il faudra avoir un certain nombre de seigneurs si vous voulez vous développer un peu partout sur la carte. Les cartes grises, en revanche, sont des cartes événements qui vont vous permettre en fait de bénéficier d'actions spéciales pendant le jeu. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez piocher, soit une de chaque, soit 2 grises. En début de partie, ça peut être intéressant, l'un ou l'autre, en fonction de ce que vous avez en jeu. Alors, attention, dans les cartes grises, nous avons vu qu'on a mélangé aussi des cartes noires. À chaque fois qu'un joueur va devoir tirer une carte, et qu'en fait c'est une carte noire qui est à tirer, au lieu de la prendre, il va la disposer sur le premier emplacement correspondant aux cartes de calamité. Donc on la placera sur cette première carte, avant de repiocher la carte à laquelle on a le droit.
Alors, seules 3 calamités pourront se déclencher en fait lors d'un tour de jeu. Donc, si on tire une deuxième carte noire, elle sera placée ici, la troisième ici, mais si on tire les quatrième ou cinquième, on les placera directement dans la pile de défausse. Ici, elles ne seront pas jouées. Une fois que chaque joueur a récupéré ses cartes, on va passer à la deuxième partie de cette phase de pioche de cartes qui va être la résolution des calamités. On va retourner donc les cartes de calamité que l'on a tirées sur ces emplacements, s'il y en a bien sûr, et ensuite on va les attribuer à différents évêchés du plateau de jeu. Donc il suffit de regarder la carte, au-dessus il y a un petit dé de représenté, ça veut dire qu'il faudra lancer un dé à 6 faces pour savoir où cette calamité va se déclencher sur le plateau de jeu. Par exemple, ma première carte calamité est une carte de famine, je lance le dé, 3, elle va agir sur l'évêché numéro 3. On regarde donc sur le pourtour du plateau de jeu les petites mitres, celle qui a le numéro 3, ça va être l'évêché sur laquelle va se déclencher en fait cet événement spécial. Alors cet événement est un événement de famine, ça veut dire qu'il va agir sur toute la zone de l'évêché, marquée en bleu ici. Alors il n'y a pas d'évêché numéro 6, donc si jamais vous tirez un 6 lors de l'attribution d'une calamité, eh bien cette calamité ne sera tout simplement pas placée sur le plateau de jeu, elle sera défaussée dans la pile de défausse. C'était une fausse alerte. Alors quelles sont ces calamités? Il y a 3 types de calamités dans le jeu. Nous avons la famine qui va empêcher les moulins présents sur la zone de produire normalement. Il y a ensuite le mauvais temps qui va empêcher les armées de se déplacer carrément dans tous les évêchés et qui ne pourront pas non plus faire de combat. Et enfin, nous avons la peste. Alors si les 2 premières calamités ne sont pas résolues immédiatement, elles sont juste disposées sur le plateau de jeu dans l'évêché correspondant et elles vont agir pendant toute la durée, eh bien la peste va être un petit peu spéciale. Immédiatement lorsqu'on la place, on va devoir perdre des unités qui vont mourir de la peste. Alors, lorsque la peste se déclare dans un évêché, on va regarder tous les villages de l'évêché qui vont chacun subir des pertes s'il y a des personnages présents dessus, bien entendu. Alors tout d'abord, on va commencer par les seigneurs. Chaque seigneur va peut-être être touché par la peste. On va donc lancer le dé à 6 faces, et sur un résultat de 1, 2 ou 3, eh bien le seigneur mourra directement, on l'enlèvera du jeu, pas de chance. Ensuite, on va regarder le nombre de tuiles de personnages présents dans chacune des villes, et on va devoir perdre la moitié des personnages présents dans ce village. Donc là, par exemple, en début de partie, nous avons vu que nous avons placé 3 sergents et 1 chevalier. Eh bien, ça ferait 4 au total, et donc ce joueur devrait perdre 2 personnages au choix de celui-ci. Donc il pourrait par exemple décider de perdre 2 sergents, parce que les chevaliers sont quand même plus intéressants à garder. Mais c'est à son choix. Alors attention, on effectue donc cette perte à cause de la peste dès le début, au moment où on tire cette carte, mais elle va rester en place pendant toute la durée de la manche, et pendant cette manche, à chaque fois qu'un seigneur rentrera dans cette zone, il devra lancer un dé pour savoir s'il survit à la peste, de la même façon qu'en début de partie, et chaque armée qui pénétrera aussi dans cette zone devra perdre la moitié de ses personnages arrondis à l'inférieur. Donc évidemment, si j'en ai 5 par exemple, je ne perdrai que 2 armées, je choisis lesquelles. Enfin, 2 personnages, Mais revenons à notre tour de jeu et passons à la 3e partie de cette phase de cartes. Alors une fois que les calamités ont été attribuées aux différents évêchés, nous allons pouvoir jouer des cartes dans l'ordre du tour, toujours en commençant par le premier joueur, il va pouvoir jouer des cartes qu'il vient de piocher ou des cartes qu'il avait gardées du tour précédent. Alors tout d'abord, si je choisis de jouer un nouveau seigneur, alors à chaque fois que je vais placer un seigneur, je vais tout simplement prendre le pion correspondant à ce seigneur et je vais devoir le placer dans une cité que je contrôle. Donc là, en début de partie, évidemment, je suis obligé de le mettre ici, avec l'autre seigneur. Si jamais je n'ai pas de place, en fait, je n'ai pas de cité qui m'appartient encore, parce qu'elles m'ont été prises par d'autres joueurs, je peux placer ce personnage à un endroit où se trouve un autre seigneur m'appartenant. Dernière possibilité, uniquement si je n'ai pas de château ou de cité, si je n'ai pas de seigneur déjà sur le plateau, à ce moment-là, je peux quand même placer un nouveau seigneur sur un endroit qui m'appartient, c'est-à-dire où il y a au moins une de mes troupes de posée. Ensuite, dans les autres cartes à dos orange que vous auriez pu tirer, au lieu de seigneur, il y a aussi ces 2 cartes spéciales. Une carte qui permet de promouvoir un cardinal, mais malheureusement, au début de partie, vous ne pourrez pas la jouer car on ne peut la placer que sur un évêque déjà en jeu. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'évêque, donc on ne va pas s'en occuper. Et ensuite, nous avons aussi la carte spéciale d'arc.
Alors la carte d'Arc va vous permettre de promouvoir un de vos seigneurs femmes en Dark. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, c'est que ça va lui donner un certain pouvoir pour les combats et pour les déplacements. Mais en début de partie, c'est pareil, enfin, vous ne pourrez la jouer que si vous avez pioché une femme. Et à ce moment-là, vous pouvez décider de lui poser dessus, à condition qu'elle ne se marie pas, qu'elle ne soit pas déjà mariée et qu'elle ne se marie pas dans le reste du jeu. Donc à voir aussi, mais on en reparlera un peu plus tard. Ensuite, nous avons les cartes événements avec un dos gris. Alors vous pouvez aussi jouer ces cartes lors de ce tour, à savoir cependant qu'il y a deux types de cartes. Il y en a qui ont un petit symbole comme ceci avec un éclair vert. Ces cartes pourront être jouées à n'importe quel moment du jeu. Vous n'êtes donc pas obligé de les jouer à ce moment-là. Par contre, les autres qui n'ont pas cet éclair doivent être absolument joués à cette phase. Alors, dans les cartes que vous êtes obligé de jouer à ce moment-là, ce sont les cartes vertes, vous avez tout d'abord la bonne récolte. Celle-ci permet d'être jouée de deux façons différentes. Soit sur un évêché qui n'a pas de famine, et à ce moment-là, tous les moulins produiront une ressource supplémentaire lors de la phase de ressources. Ou sinon, elle peut être jouée pour annuler une carte de famine. Alors nous avons vu dans notre exemple que nous avions mis une famine ici, et bien un joueur pourrait parfaitement décider de jouer une bonne récolte pour annuler la famine. Les deux cartes sont mises dans la défausse des cartes événements. Deuxième carte événement que l'on peut jouer, la carte beau temps. Alors, de la même façon, cette carte beau temps peut annuler la carte mauvais temps, c'est-à-dire cette carte-là qui est une carte événement qu'on aura peut-être placée sur le plateau de jeu. Donc je peux très bien aussi la défausser, ou bien utiliser sur un endroit où il n'y a pas de mauvais temps, pour aussi recevoir un revenu supplémentaire pour chacun des moulins présents à cet endroit. Alors attention, sur un même évêché, on ne peut pas poser deux cartes du même type. Donc on ne pourra pas poser deux beaux temps ou bien deux bonnes récoltes. Mais par contre, on peut parfaitement poser une de chaque, de façon à obtenir 2 points bonus pour chacun des moulins présents sur la zone. Bon, évidemment, en début de partie, il n'y a pas encore de moulin de placer, donc ces cartes, il faut mieux les garder pour un tour précédent, un tour suivant plutôt. Ensuite, nous avons la carte impôt. Alors celle-ci est intéressante, elle va permettre de recevoir des revenus pour les différents moulins qui se trouvent soit sur un fief, soit sur un évêché, en fonction du personnage qui la joue. Mais en début de partie, personne n'a de seigneur titré, et cette carte ne peut être utilisée que par un seigneur titré. Donc pareil, si vous la piochez en début de jeu, eh bien, il faudra la garder pour plus tard. Toutes les autres cartes peuvent être jouées à n'importe quel moment. Nous avons la révolte, nous avons les souterrains, nous avons l'assassinat, nous avons la justice, nous avons les cardinaux et bien sûr Dark. Je vous expliquerai ces cartes un petit peu plus tard. Reprenons notre tour de jeu. Une fois que tout le monde a joué ses cartes, donc là par exemple, ces deux joueurs ont fait arriver un nouveau seigneur en jeu, mais il n'y a pas eu d'autres cartes de particulières de jouer, puisque de toute façon, nous sommes au premier tour, il n'y a pas de moulin encore en jeu, et que la seule carte négative agit sur un évêché sur lequel il n'y a personne. Donc on passe directement à la phase suivante, qui est la phase 3, la phase de revenu. Lors de cette phase de revenu, chaque joueur à tour de rôle va recevoir en fait de l'argent de la banque en fonction de ce qu'il a sur le plateau de jeu et des titres qu'il aura pu obtenir sur ses seigneurs. Donc pour l'instant personne n'est titré, donc on va tout simplement marquer recevoir un écu de la banque pour chaque village que l'on contrôle, et 2 points pour chaque moulin que l'on contrôle. Nous sommes en début de partie, nous avons vu qu'il n'y a pas encore de moulin, tout le monde contrôle seulement un village, il va donc recevoir 1 de la banque. Alors, lors de cette phase de revenu, eh bien, les joueurs vont, à tour de rôle, pouvoir acheter différentes choses. Alors, bien sûr, ils vont pouvoir acheter des troupes, c'est représenté sur ce petit cartouche. Donc, on peut acheter un sergent pour 1, on peut acheter des chevaliers pour 3, on peut acheter des catapultes pour 5, on peut acheter de nouveaux châteaux, si on contrôle de nouveaux villages, pour 10, on peut acheter des moulins, un moulin par village seulement, ça va nous coûter 3, et enfin, on peut acheter des titres, mais par contre, les titres, pour l'instant, risquent d'être un peu inaccessibles, puisqu'il faut des conditions pour pouvoir les obtenir. Il faudra maîtriser au moins un fief en entier avec ses troupes, ce qui n'est pas le cas en début de partie. Alors, lorsqu'on achète de nouvelles troupes, on va les placer immédiatement en jeu, mais attention, on ne peut les placer que sur les châteaux ou les cités, ou bien sur des seigneurs. On ne pourra pas les placer dans des villages, même si on les contrôle, et s'il n'y a pas de jetons seigneurs dessus. Donc là, par exemple, notre joueur avec 6, puisque c'est ce qu'il a dans sa réserve, pourrait décider, par exemple, d'acheter 3 sergents supplémentaires à placer dans cette ville, puisqu'il y a de la place. Et il peut aussi acheter un moulin pour 3 et le placer ici. Donc il a dépensé la totalité de ses revenus. C'est souvent ce qui arrive dans le jeu, on dépense souvent l'intégralité de ce qu'on a. Mais ce n'est pas obligatoire, on peut parfaitement garder son argent pour plus tard.
Alors attention, à chaque fois qu'on va placer des troupes à un endroit, par contre, on ne pourra placer au maximum que 4 jetons troupes supplémentaires. Donc on ne pourra jamais dépasser ce seuil au moment où l'on place de nouvelles troupes. Alors évidemment, il peut par contre y avoir autant de troupes que l'on veut sur un endroit. Il y en aura peut-être déjà 10 à un endroit, je peux parfaitement, lors de mon tour, en rajouter 4 de plus. Une fois que chaque joueur a fait ses achats, on peut passer à la phase 5, qui est la phase de déplacement des troupes. Alors, pour déplacer ces troupes, on est obligé d'utiliser ces seigneurs. Effectivement, c'est uniquement eux qui vont pouvoir déplacer les troupes qu'on a sur le plateau de jeu. Chaque seigneur va pouvoir se déplacer au maximum de 2 endroits, donc en suivant les routes à 1-2 par exemple, et lors de ce déplacement, il va pouvoir transporter autant de troupes qu'il le souhaite avec lui. Alors, parlons un petit peu tactique. Effectivement, en début de partie, il va falloir qu'on essaye d'acquérir des titres. Et pour acquérir ces titres, il faudra obtenir au moins des fiefs. Pour obtenir un fief, il va falloir occuper tous les villages faisant partie d'un même fief. Et cela par un seul joueur. Donc là, par exemple, le joueur jaune aurait tout intérêt à essayer de contrôler ce village et celui-là pour pouvoir acquérir ensuite le titre de fief correspondant à ce fief-là. Il est aussi intéressant de compléter en fait tous les villages appartenant à un même évêché, afin qu'un évêque soit élu sur cet endroit-là. Donc voilà pourquoi, en début de partie, on va plutôt essayer de conquérir des territoires vides pour acquérir fief et évêché. Alors, notre joueur jaune commence, il pourrait, par exemple, partir avec autant de jetons de troupes qu'il le souhaite pour se déplacer d'une première case. Il peut laisser autant de troupes qu'il veut sur la case sur laquelle il s'est déplacé avant de réaliser son deuxième déplacement. Un joueur peut aussi parfaitement décider de se déplacer sans troupes avec lui, mais par contre c'est un petit peu dangereux puisqu'il risque de se faire capturer par l'adversaire. Les seigneurs ont aussi tout à fait le droit de faire des allers-retours. Par exemple, ce seigneur pourrait se déplacer avec ses troupes et ensuite revenir dans son château en ayant laissé des troupes en chemin. En revanche, chaque troupe ne pourra se déplacer au maximum que de 2 cases. Donc par exemple, je ne peux pas me déplacer d'abord avec un premier seigneur en emmenant des troupes et ensuite utiliser un deuxième seigneur pour ramener les mêmes troupes ailleurs. Ces troupes ont déjà fait leur déplacement de 2, on ne pourra pas les réutiliser. Alors attention, en cours de jeu, on peut aussi décider de traverser librement des villages occupés par d'autres joueurs. Donc par exemple, le joueur blanc pourrait discuter avec le joueur jaune pour avoir le droit de passer sur son village. Donc, il est obligé de déplacer son pion et de l'amener sur le village et de demander l'autorisation. Soit le joueur jaune lui accorde son autorisation et le joueur peut continuer par exemple son déplacement avec un deuxième mouvement, le joueur blanc, ou bien il peut lui refuser ce passage et donc le joueur sera obligé de repartir de là où il vient, ou bien de rester sur la case afin de déclarer un combat lors de la phase des combats. Si l'autorisation lui est refusée et qu'il décide de revenir, eh bien par contre ça lui comptera comme étant un mouvement. Donc il a fait 1 et 2 mouvements, il ne pourra plus bouger ces troupes-là. Enfin, si un joueur décide de provoquer un combat autour des combats, eh bien il peut parfaitement se déplacer sur un village occupé par un autre joueur et nous résoudrons le combat à la phase de combat. Là, il n'a pas besoin de demander d'autorisation particulière. Alors attention, lors des déplacements, on peut aussi réaliser des chevauchés. Alors les chevauchés, qu'est-ce que c'est? C'est déplacer un personnage uniquement avec des pions chevaliers et tenter de forcer le passage en réalisant un combat immédiat. Normalement, la phase de combat se déroule après tous les déplacements des joueurs. Eh bien, une chevauchée, c'est-à-dire attaquer la première case sur laquelle on se déplace, peut être réalisée lors de la phase de mouvement. On résout le combat immédiatement, avec cependant un bonus de +1 pour le défenseur. Donc attention à utiliser avec parcimonie. Attention, on ne peut pas effectuer une chevauchée sur un château ou une cité adverse. Ce sera forcément sur une case où il n'y a rien d'autre que les pions du défenseur. À ce moment-là, le combat est résolu, et si jamais l'attaquant réussit son combat, eh bien, il pourra continuer son déplacement. Sinon, il devra finir le combat, et en général, il risque de mourir. Alors attention, sur les déplacements, 2 choses à ne pas oublier. La première, s'il y a du mauvais temps sur un évêché, rappelez-vous que vous ne pourrez pas effectuer du tout de déplacement dans cet évêché. Il est donc interdit de rentrer dans un évêché sur lequel il y a du mauvais temps. Les combats seront aussi impossibles sur ce type d'évêché lorsqu'il y a cette catastrophe. Ensuite, attention, rappelez-vous aussi l'histoire de la peste. Si jamais vous entrez dans un évêché dans lequel il y a la peste,
Vous devrez lancer un dé pour savoir si votre seigneur meurt, et vous devrez perdre aussi la moitié de vos troupes arrondies à l'inférieur. Il est temps cependant de parler d'une carte spéciale à jouer à n'importe quel moment, qui est une carte souterrain. Les souterrains vont permettre des déplacements spéciaux, et donc cette carte peut être jouée de différentes manières pour les combats, mais aussi pour les déplacements. Alors pour les déplacements, elle va permettre, si vous la jouez, de déplacer justement sur un endroit où il y a du mauvais temps. Normalement, on n'a pas le droit de se déplacer dans les évêchés dans lesquels il y a du mauvais temps. Si vous avez cette carte-là, vous pouvez la jouer pour déplacer un seigneur sur cet endroit-là. Évidemment, ils utilisent des souterrains pour se déplacer. Une fois que chaque joueur a réalisé ses déplacements, on passe à la phase suivante, qui est la phase de combat. Alors elle a lieu s'il y a des troupes différentes dans un même village. Donc en général, lors du premier tour, il y a rarement des combats, à moins que vous soyez vraiment très belliqueux. C'est donc pourquoi je vais sauter cette phase pour l'instant. Je vous l'expliquerai ensuite. On peut alors passer à la phase 7, qui est la phase où on vérifie que personne n'a gagné la partie, c'est-à-dire a obtenu 3 points de victoire tout seul ou bien 4 points de victoire en équipe, mais en général, à l'issue du premier tour, c'est même impossible en fait de l'emporter aussi rapidement. Donc on va repasser à un nouveau tour de jeu.